Morning News. Énième report des assises nationales de la refondation, nous en parlerons dans ce journal. Nous parlerons aussi de la rencontre entre le Premier ministre et les agents de la haute administration qui a eu lieu ce lundi 22 novembre à Bamako au CICB. À l'international, nous parlerons de l'Afghanistan où l'ONU appelle pour une aide d'urgence financée à 100%. Voilà, mesdames et messieurs, on se retrouve pour ce Djoliba Morning News. Bienvenue à toutes et à tous sur Djoliba TV News. Pour commencer ce communiqué, le panel des hautes personnalités de la refondation informe l'opinion nationale et internationale qu'en raison des concertations entamées depuis sa prise de fonction avec les forces vives de la nation en vue de trouver le consensus le plus large possible pour une participation la plus inclusive, les dates de la tenue des assises nationales de la refondation ont été décalées. Un nouveau chronogramme sera annoncé à l'issue de ces concertations. Toutes les forces vives de la nation demeurent cependant mobilisées pour une participation active et de qualité au débat à venir à Bamako, 22 novembre 2021. Le président du panel, Zeni Moulay, officier de l'ordre national. Aussi, à la une de l'actualité, cette rencontre entre le Premier ministre, Dr Shogel Kokala Maïga, ce lundi 22 novembre, et les agents de la haute autorité de l'administration, c'était au Centre international de conférence de Bamako. Les échanges ont porté principalement sur les grands sentiers de la transition. Reportage Moussa Tembine, Abdoulaye Koniba Konaté. Tous les chantiers seront revisités dans le sens de leur mise à niveau. Toutefois, et avec le souci de ne pas disperser les efforts et de fixer des indicateurs vérifiables à l'heure du bilan, 4 chantiers ont été identifiés comme prioritaires. Ce sont ceux énumérés comme suit. Le renforcement de la sécurité sur l'ensemble du territoire national. Les réformes politiques et institutionnelles. L'organisation des élections générales et enfin la promotion de la bonne gouvernance. L'exécution du programme d'action gouvernementale autorisera l'accès aux résultats ex-ante. 3e étape à attendre et qui consiste, je cite encore le chef de l'État, à transmettre à nos successeurs un État fort et des institutions stabilisées pour fonder l'État sur des institutions adaptées à nos réalités. Ici se traduit toute la plénitude de notre ambition, mesdames et messieurs. Instaurer le nouveau Mali, le Mali froid, et c'est là pour nous, certes, mais également pour notre postérité. La 4e étape renvoie à la manière dont nous devrions nous y prendre pour réussir notre action de reconstruction. Il est impérieux pour nous tous d'agir dans la plus grande collégialité. Ce sont les termes du président encore que je reprends. En d'autres termes, le modèle qui s'impose est l'unité d'action pour le sursaut national. Que cette unité soit prônée, recommandée, justifie les différentes entreprises allant dans le sens de rassembler toutes les forces acquises au changement. La 2e édition de l'école malienne sur la gouvernance de l'Internet a été lancée ce lundi 22 novembre 2021 à Bamako. Selon les initiateurs, cette édition va contribuer à mieux appréhender les enjeux et accroître la diversité et l'étendue, la qualité et l'efficacité de la participation au processus de la gouvernance de Internet en Afrique. Aminata Traoré et Moussa Tembine. L'un des principaux objectifs de l'école malienne sur la gouvernance de l'Internet est de créer un environnement favorable à l'apprentissage des connaissances qui permettent une meilleure utilisation de l'Internet en tant que moteur du développement et de la croissance économique. Malisig est une initiative inspirée des standards sur le continent, comme la formation des formateurs sur la gouvernance de l'Internet qui se tient chaque année à Ouagadougou, le West African School on Internet Governance et le African School on Internet Governance. Pendant 6 jours pleins,
les experts nationaux et internationaux mettront à plat des thèmes comme la citoyenneté numérique, la cybersécurité, les droits numériques, l'économie numérique, l'administration électronique, etc. Notre vision pour Mali SIC est de faire du Mali une destination et un rendez-vous type annuellement sur le continent. Madame Coulibaly Batoma Aminata Sogoba, représentante du ministre de l'économie numérique et de la modernisation et de l'administration, estime que la rencontre sera l'occasion d'éclaircir les participants sur les questions touchant le processus de gestion de l'Internet comme problématique des données, cybercriminalité, économie numérique, citoyenneté numérique, j'en passe. Durant ces 6 jours, par des acteurs nationaux, dont certains sont ici présents parmi nous, et internationaux. La vision de Mali SIC est de contribuer au développement d'une gouvernance de l'Internet ouverte et inclusive au niveau national et aussi en créant un environnement favorable à l'acquisition des connaissances sur la technologie que vous utilisez. L'ancien ministre de la Communication, Dr Amadoune Touré, est l'invité d'honneur. Pour sa part, il invite tous les utilisateurs des réseaux sociaux à être vigilants par rapport aux informations qu'ils véhiculent, surtout en cette période de crise au Mali. Et donc, vous savez, c'est tellement facile, à l'aide d'un clic, vous pouvez partager des informations au monde entier. Et avant de le faire, il faudrait s'assurer de la véracité de cette information. Sinon, très souvent, on fait le jeu des malfaiteurs en disséminant leurs mauvaises informations. Et donc, mon appel est vraiment à l'endroit des jeunes de beaucoup faire attention sur l'information qu'ils véhiculent, sur l'information, sur l'impact, qu'ils sachent l'impact que cela peut avoir sur la population. Et donc, nous devons, chaque citoyen, de contribuer vraiment positivement à cela. Et c'est pourquoi d'ailleurs on utilise le mot citoyenneté dans les cours de formation qui va commencer aujourd'hui. Cette deuxième édition a enregistré la participation de 55 stagiaires composés des professionnels, des étudiants, des chercheurs d'emploi. Au total, 15 modules seront enseignés par les experts du domaine au niveau national et international. L'Institut africain de technologie et de management ITMA a accueilli ses nouveaux bacheliers au compte de l'année universitaire 2021-2022, une prise de contact avec les étudiants de la première année pour leur expliquer les défis qui doivent être désormais les leurs. Arona Salia connaît pour le compte rendu. Ils sont plus de 100 nouveaux étudiants à être accueillis par la direction de l'Institut africain de technologie et de management ITMA. Au-delà de la formation académique classique, la direction promet aux étudiants des formations en citoyenneté. C'est un honneur, un plaisir de vous avoir avec nous. Donc, je vous félicite, je félicite vos parents. Vous avez fait le bon choix. Mais soyez sûrs que, ici à ITMA, on vous apprendra pas seulement des connaissances, des savoir-faire, mais aussi comment être engagé comme citoyen, citoyenne dans votre pays. Cette rencontre est une occasion pour les jeunes étudiants de rencontrer des personnalités qui ont réussi dans leur domaine, une manière de les inspirer. Partager l'expérience d'hommes et de femmes qui font la fierté de ce pays, non seulement dans le secteur public, dans le secteur privé, et d'insister sur le fait que le diplôme n'est qu'un papier. Mais l'important pour ITMA, c'est d'accompagner, de soutenir, d'appuyer des jeunes hommes, garçons et filles, de leur donner des valeurs, de leur donner une expérience, de leur donner un vécu, de leur donner des rêves, de leur faire partager nos vécus, nos histoires, et de montrer que ce parcours universitaire, c'est le début d'un processus. Ainsi, le procureur de la commune 4 de Bamako a partagé son parcours avec les étudiants avant de les appeler à plus de persévérance pour ne pas décevoir les parents. Donc moi, si j'ai un conseil à vous dire, c'est vraiment cela. Ceux d'entre vous qui ont eu la chance, papa et maman sont en train de payer pour les études pour que vous puissiez étudier ici, faites en sorte qu'au moins, ils ne soient pas déçus à la fin.
Ça, c'est extrêmement important parce que Dieu sait les sacrifices qu'ils font pour pouvoir vous payer les études. Hein? Et dites-vous que demain, vous devrez faire l'appareil. Donc, il faut mouiller le maillot pour ne pas décevoir. Et puis, il faudra le faire pour vous aussi parce que papa et maman ne seront pas là toujours. Fondé en 2016, l'ITMA est un établissement d'enseignement supérieur qui propose 10 filières de formation au Mali. Ce samedi 20 novembre a eu lieu la sortie de 414 ingénieurs diplômés en plusieurs spécialités de l'École nationale d'ingénieurs ENI. Ils sont désormais outillés pour apporter leur pierre à l'édification du pays. Adama Sanogo pour le reportage. L'École nationale d'ingénieurs ENI met désormais à la disposition du Mali 414 ingénieurs aptes à faire face aux défis du pays. L'actualité l'oblige, la sortie de ces diplômés a été axée autour du thème « Impact des ingénieurs dans la refondation d'un Mali nouveau ». De jeunes diplômés frais et moulus de cette honorable institution vont rejoindre nos rangs pour nous conforter dans nos choix et parfois bousculer nos certitudes. Ils sont les bienvenus dans un métier qui rime avec rigueur, exactitude et engagement pour le développement. Ces ingénieurs, à travers leur efficacité, ont donc l'obligation de servir le Mali, leur pays, soutient Seydou Mamadou Koulibaly, parrain de la promotion. De quelque fauteuil que vous regardiez, les défis auxquels est confronté notre pays, vous voyez l'immensité des tâches attendues de vous. Le besoin urgent de votre efficacité, la soif de votre efficience pour être à la hauteur des attentes nombreuses et légitimes de nos concitoyens. Réponse du berger à la bergère, les diplômés à travers leur présidente avouent qu'ils sont suffisamment prêts pour relever les défis. Aujourd'hui, votre labeur met à la disposition du Mali, voire à la disposition de l'Afrique et du monde, plus de 400 diplômés aptes à propulser vers l'avant plusieurs secteurs de développement. Pour dire que oui et oui, les ingénieurs ont un impact dans la refondation du Mali nouveau et encore plus fort l'édifice des mondes innovateurs qui répond aux attentes de l'avenir. Ce fut également un lieu pour le représentant du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique de saluer l'effort des enseignants de la dite école pour la qualité de la formation transmise. Je voudrais donc rendre hommage à tous ceux qui ont eu à servir l'École nationale d'ingénieurs, à tous ceux qui ont contribué de près ou de loin à l'essor de cette prestigieuse école qui a toujours eu une dimension africaine et même internationale. La rigueur dans le travail et la ponctualité sont entre autres valeurs suggérées aux diplômés par le parrain Seydou Mamadou Koulibaly. Maintenant, voici l'image du jour, le palais d'hiver en Russie. Le palais d'hiver à Saint-Pétersbourg en Russie était de 1732 à 1917 la résidence officielle des monarques russes. Aujourd'hui, le palais restauré fait partie d'un ensemble de bâtiments abritant le musée de l'Ermitage. Le palais d'hiver actuel et quatrième a été construit et modifié presque continuellement entre la fin des années 1730 et 1837, quand il fut sévèrement endommagé par un incendie et immédiatement reconstruit. Le bâtiment a été construit sur une échelle monumentale qui était destinée à refléter la puissance et le pouvoir de la Russie impériale. Du palais, le tsar régnait sur 22 400 000 km² et sur plus de 125 millions de sujets à la fin du 19e siècle. Il a été conçu par de nombreux architectes, notamment Bartolomeo Rastrelli, dans ce qui est connu sous le nom du style baroque élisabétain. Le palais vert et blanc a la forme d'un rectangle allongé et sa façade principale mesure 250 mètres de long et 30 mètres de haut. Il est constitué de 1786 portes, 1945 fenêtres, 1500 pièces et 117 escaliers. À la suite d'un grave incendie, la reconstruction du palais en 1837 laissa l'extérieur inchangé, mais une grande partie de l'intérieur fut redessinée dans une variété de goûts et de styles, conduisant le palais à être décrit
comme un palais du 19e siècle inspiré par un modèle de style rococo. Après la révolution de février 1917, le palais fut pendant quelque temps le siège du gouvernement provisoire russe dirigé par Alexander Kerensky. Plus tard cette même année, le palais a été pris d'assaut par un détachement de soldats et de marins de l'armée rouge, un moment décisif dans la naissance de l'État soviétique. Maintenant, voici la page internationale avec Fanta Diarra. Jadis pays lumière, le plateau de Simiri, ville située à une centaine de kilomètres au nord de Niamey, capitale du Niger, s'est transformé en un petit paradis pour la faune et la flore. Pharaonique projet de l'Union africaine, la Grande Muraille Verte vise à restaurer d'ici 2030 100 millions d'hectares de terres arides en Afrique, sur une bande de 8000 km de long allant du Sénégal à Djibouti, en passant par la Mauritanie, le Mali, le Burkina Faso, le Niger, le Nigeria, le Tchad, le Soudan, l'Érythrée et l'Éthiopie. Donc on est toujours sur le site de la Grande Muraille Verte. Donc comme on l'avait dit tantôt, la toute première activité, ça a été vraiment la confection des ouvrages de captage des eaux de ruissellement, les banquettes et puis les demi-lunes sylvo-pastorales. Donc ici, on a à peu près une vingtaine d'hectares qui ont été récupérés et puis plantés. Très important cette insécurité-là qui est parvenue vraiment au niveau de l'initiative. Ce n'est pas uniquement au niveau du Niger, c'est par rapport à l'ensemble des pays du Sahel. Ça pèse beaucoup, non seulement en termes de coûts, mais également en termes d'accessibilité pour pouvoir faire des réalisations. Donc pour le moment, vraiment, nos actions sont concentrées au niveau des zones où on peut accéder. Mais il y a beaucoup de zones qui ont besoin de cet abus-là, mais on ne peut pas accéder à cause de cette insécurité-là. Au Niger, les zones forestières du Sud ont déjà perdu un tiers de leur surface pour ne plus représenter que 1 à 2% du pays, d'après le programme des Nations Unies pour l'environnement. Les surfaces arabes sont donc autant de trésors pour ces pays, dont 80% de la population vit une agriculture de subsistance. De 23 millions d'habitants en 2019, la population nigérienne doit passer à 30 millions en 2030 et 70 millions en 2050, selon la Banque mondiale, d'où l'importance vitale de la réussite rapide de la Grande Muraille Verte. Quelques images de secouristes et de la carcasse brûlée du bus impliqué dans un accident en Bulgarie qui a fait 46 morts, dont 12 mineurs. La cause de l'accident n'a pas encore été déterminée, mais les autorités pensent qu'un incendie ne serait déclaré à bord du bus de tourisme qui se rendait de Turquie à Macédoine du Nord. Il aurait par la suite percuté une glissière de sécurité. La plupart des victimes sont originaires de Macédoine du Nord, où le bus était immatriculé, a indiqué le premier ministre de ce pays, Zoran Zaev, qui s'est immédiatement rendu à Sofia pour rencontrer les 7 survivants à l'hôpital. Le dernier grave accident de car en Bulgarie remonte à août 2018. 17 passagers étaient morts alors que le véhicule roulait sous une pluie torrentielle, avec à son bord des touristes bulgares revenant de la visite des monastères dans une région montagneuse au nord de Sofia. La Bulgarie, pays de 6,9 millions d'habitants, a enregistré en 2019 quelques 628 morts sur la route et 463 en 2020, un chiffre inférieur à la normale qui fait des restrictions sanitaires qui ont limité les déplacements. Il s'agit d'un des bilans les plus élevés de l'Union européenne en raison du mauvais état des routes, de la vétusté du parc automobile et des fréquents excès de vitesse. Un sapin de 28 mètres de haut est placé au centre de la place Saint-Pierre, un peu plus moins d'1 mois avant Noël. L'arbre a été offert au Vatican par la région du Trentin, dans le nord de l'Italie, et provient d'une gestion forestière durable à Andalou, vivement le 25 décembre 2021. L'appel urgent de l'ONU pour l'Afghanistan qui visait à lever 606 millions de dollars jusqu'à la fin de l'année pour tenter de limiter la catastrophe humanitaire que connaît le pays depuis l'arrivée des talibans est financé à 100%, annonce un porte-parole de l'ONU à Genève. Jens Laerke, porte-parole du Bureau de la coordination de l'ONU
pour les affaires humanitaires. L'appel éclair est désormais financé à 100%. Le seul des 47 plans que nous suivons sur le service de suivi financier, la réponse s'intensifie en Afghanistan et depuis le 1er septembre, nous avons fourni une aide alimentaire à 7,2 millions de personnes et atteint presque 900 000 personnes avec des soins de santé parmi d'autres interventions. Tous les financements n'ont pas été traduits en action en raison de la crise du système bancaire et financier afghan et la moitié de la population a toujours besoin d'une aide d'urgence. Selon l'ONU, l'Afghanistan est au bord d'une grave crise humanitaire. Plus la moitié de sa population risquant de ne pas avoir assez à manger cet hiver, cette pénurie de nourriture est provoquée par une sécheresse doublée de la crise économique qui sévit depuis que les talibans ont pris le pouvoir en août. Les institutions financières internationales ont stoppé leur aide et Washington a gelé près de 9,5 milliards de dollars de la Banque centrale afghane. L'association culturelle Djiriba a organisé le vendredi 19 novembre 2021 la 4e édition du festival de cinéma Bamako Fereba, un événement de récompense des jeunes réalisateurs maliens. Le premier prix de cette édition a été remporté par le jeune réalisateur malien Hamza Oumar Silla avec son film intitulé Innocent, reportage Youssouf Kone et Bakoroba Nyari. Ils étaient 9 films de court-métrage de 7 à 13 minutes en compétition dans cette 4e édition du festival de cinéma Fereba de Bamako. À l'issue de la compétition, le premier prix du jury a été décerné à Hamza Oumar Silla, suivi de Fatoumata Sarr et Madou Kamara, respectivement 2e et 3e. Organisé chaque année depuis 2018 par l'association culturelle Djiriba, le festival se veut un espace de promotion des jeunes réalisateurs maliens et de leur production. Bien, ce festival-là, c'est venu dans le cadre de l'harmonisation bien maintenant de la mise en valeur du métier de la réalisation. Nous avons vu que ces réalisateurs-là travaillent dans l'ombre, ils ne sont pas connus. Maintenant, leur métier n'est pas connu par le public malien, alors que leur œuvre, vraiment, elle est éducative, elle est culturelle. C'est basé sur les valeurs fondamentales du Mali. Donc nous voulons vraiment revaloriser ce métier-là pour vraiment éduquer la génération future et essayer de rehausser la culture malienne en général. Cette 4e édition du festival a donné carte blanche aux jeunes réalisateurs qui ont traité la thématique de leur choix. Et tous les 9 films projetés dans la salle, selon des observateurs, étaient de bonne qualité. Et bien évidemment, le Centre national de la cinématographie du Mali salue cette initiative qui contribue justement au développement du cinéma malien. Parce que quand vous voyez la sélection des films tout à l'heure dans la salle, c'est des films réalisés par les jeunes. Et les jeunes dans un pays, c'est l'espoir d'un pays. Et puis les productions qu'on vient de regarder tout à l'heure, ce sont des productions de très belle qualité. Les techniciens étaient à la hauteur. C'est vrai que la plupart c'est des débutants, mais ils ont quand même su gérer leur production sur le plateau, notamment la mise en scène, le jeu des comédiens aussi, c'est à apprécier également. Les pratiques ancestrales de nos sociétés, l'immigration clandestine, la citoyenneté, la paix et la cohésion sociale sont entre autres les thématiques abordées dans ces films. Des thématiques pertinentes au dire de certains spectateurs. Il y a l'engouement et puis il y a des films de qualité. Donc je dis que si on donne la nourriture aux gens, il faut donner la nourriture de l'esprit. La nourriture de l'esprit, c'est des films de qualité et des films que les jeunes font pour défendre notre culture et pour véhiculer des messages de sensibilisation qui peuvent nous aider à nous en sortir. Parce que maintenant, le Mali a besoin de tous ses fils pour que nous puissions sortir du trou. Précisons que les 9 films seront projetés dans des quartiers de Bamako et de Kati. L'Institut français du Mali organise depuis le lundi 22 novembre 2021 des ateliers de présentation des outils numériques de diffusion des ressources éducatives au Mali. Ces ateliers regroupent des acteurs du livre et de l'éducation afin de réfléchir sur les moyens d'une large diffusion de ces ressources sur le plan national. Reportage de Youssouf Kone et Bourema Doubaré. Organisés par l'Institut français du Mali, les ateliers sur les ressources éducatives numériques regroupent des professionnels du livre, de la lecture, ainsi que des personnes et institutions en charge de mettre en lien
les publics avec des ressources éducatives numériques. Il s'agit notamment des ressources disponibles sur des plateformes de l'Institut français du Mali, telles que CultureTech et Malitech. Alors, l'objectif de ces ateliers, c'était de réunir tous les acteurs autour de la valorisation et de la production de ressources éducatives numériques. Il faut savoir qu'il y a un gros projet, un gros programme qui a été initié par l'Agence française de développement et puis l'Institut français autour de la question des ressources éducatives, pas spécialement numériques, toute forme de travail autour de l'accès et de la production des ressources éducatives vers les jeunes publics. Avec la digitalisation, les plateformes numériques constituent aujourd'hui un moyen incontournable de partage de connaissances. Toutefois, certains acteurs du livre, notamment des éditeurs, restent toujours réticents quant à l'utilisation des outils numériques. Le numérique semble être quelque chose de nouveau au Mali et il n'y a vraiment pas une sorte de sensibilisation sur le numérique derrière tout cela. Et surtout que pendant des années, nous avons évolué sur le format papier et ce n'est pas quelque chose propre au Mali parce que ce problème de numérique, c'est même planétaire en fait. Ça se trouve chez tous les éditeurs du monde. Il y a des éditeurs vraiment qui ne veulent pas que leurs données numériques soient sur les plateformes parce qu'il n'y a pas de sensibilisation et parce qu'ils sont confrontés également au problème de piraterie. Une nouvelle plateforme de ressources numériques dénommée Malibox, mise en place par l'Institut français du Mali, a également été présentée aux participants à ces ateliers. Il s'agit d'une plateforme accessible sans connexion Internet. On a mis en place un objet qu'on a appelé la Malibox. Cette Malibox regroupe donc des ressources maliennes et des ressources internationales libres de droit. Et l'avantage de cette Malibox, c'est qu'elle fonctionne sans consommation d'Internet. C'est-à-dire que sa politique d'acquisition, elle est menée conjointement avec tous nos amis partenaires qu'on a réunis sur ces 3 jours et puis bien sûr l'Institut français. Aujourd'hui, il y a à peu près 1 millier de ressources maliennes et il y a à peu près 3 fois cette quantité en ressources internationales qui sont disponibles sur cette Malibox. La Malibox va être disponible à partir du mois de janvier 2022, donc dans quelques semaines. Ces plateformes sont des véritables sources d'apprentissage, non seulement pour les élèves et étudiants, mais aussi pour toute personne désireuse d'apprendre. Depuis un certain temps, il y a des réflexions sur l'acquisition du savoir à l'aide du numérique. Et je pense que la plateforme numérique qui est CultureTech, tropicalisée en Malitech et surtout la box au niveau du Mali, permettra sans doute aux enseignants d'abord d'avoir accès à des documents pour préparer leurs cours. Et ça va aussi faciliter la recherche des étudiants. Précisons que ces ateliers prendront fin le mercredi 24 novembre 2021. Chers téléspectateurs, ainsi s'achève ce Djoliba Morning News. Merci à toutes et à tous pour votre aimable attention. Bonne suite de programmes sur Djoliba TV News. Djoliba Morning News.